Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo de la playlist Le design d'un jeu qui va vous accompagner tout le long de votre projet de design. Dans cette vidéo, on va parler de l'élaboration de votre idée du siècle. Alors, vous avez votre idée, en tout cas, là, vous avez un thème, vous avez une mécanique, vous avez quelque chose à travailler autour, là, comment est-ce qu'on prend ça, là, puis qu'on en fait un jeu, là. Parce que là, première chose importante à dire, un jeu, ce n'est pas une idée. Un jeu, ce n'est pas une mécanique. Un jeu, ce n'est pas un thème. J'avais entendu ça dans une conférence une année à Montréal, dans le cadre de l'événement Montréal joue, je pense. Quelqu'un avait dit ça, puis ça m'avait marqué encore aujourd'hui. Donc, un jeu, c'est un rulebook. Un jeu, c'est un livre de règles. Pas de livre de règles, pas de jeu. Même dans les phases là, tu sais, là, de précoce de design, là, dans le fond, là, euh, tellement de gens là, qui disent ah j'ai une bonne idée, tu sais là ça va se passer là, je dis n'importe quoi dans l'espace, puis il va y avoir ci, puis il va y avoir ça. OK, puis après, ça c'est une idée. Une mécanique, c'est de dire hey, j'ai pensé à de quoi là, je pense que j'ai jamais vu ça dans aucun jeu, mais tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. OK, où est le jeu? Puis le thème, pareil, ah j'ai pensé à un jeu justement là, tu sais, sur les patriotes, là, ça va se passer au Bas-Canada, puis tout ça. OK, puis après. Un jeu, c'est un rulebook, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là dans un tout cohérent qui va faire en sorte là, qu'on peut jouer de game du début à la fin. Alors, il faut prendre la fameuse idée que vous avez en tête, là, puis faut l'étoffer, là. Une chose que je veux parler dès le départ aussi, devriez-vous travailler en anglais ou en français? Puis là, ben, ça me brise le cœur de dire ça, là, mais je vous recommande fortement de travailler en anglais. Je pense, là, je parle vraiment par expérience, là. Je pense que, en tout cas, je pouvais pas avoir un thème plus francophone que ça. Les patriotes au Bas-Canada, là, c'est quelque chose, là, encore aujourd'hui, là, vous avez des nationalistes québécois, là, qui brandissent le drapeau patriote, là, tu sais, c'est beaucoup associé encore à la souveraineté du Québec, puis en ouais donc, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, là, tu sais, qui est plus ou moins proche là, de l'univers du design de jeu, il me dit ben voyons donc comment ça que c'est en anglais, tu sais, c'est comme Papineau se retourne dans sa tombe là. Un jeu sur les patriotes en anglais, what the fuck? Ben, je l'avais fait en français. Je l'avais fait en français au complet. Et puis, j'ai approché des éditeurs québécois sans succès et sans surprise non plus, parce que bon, la plupart des éditeurs québécois font dans les jeux, je vais dire, un peu plus légers. Beaucoup de jeux de party au Québec. Les éditeurs québécois, là, il n'y en a aucun qui va dans un niveau de complexité qui est égal à mon jeu. Je suis pas allé en France, j'aurais pu aller en France. Il y a des éditeurs de Wargame en France. En fait, j'en ai approché quelques-uns, mais là, évidemment, c'est le thème qui accrochait, tu sais. Fait que le thème est très, très québécois. Les Français sont pas impliqués du tout. Tu sais, à la limite, les Britanniques sont peut-être un petit peu plus impliqués. Quoique le Bas-Canada rendu là, c'était une colonie parmi tant d'autres de l'Empire britannique. Mais tout ça pour dire que au niveau de la France, c'était le thème qui accrochait. Puis au niveau du Québec, là, c'était plus les maisons d'édition, là, que c'était pas du tout dans leur catalogue, dans leur portfolio, c'était pas du tout leur tasse de thé, des jeux complexes comme ça. Alors j'ai dû me taper une traduction, puis bon, ben s'il y a c'est définitivement là, pas toutes les étapes du design d'un jeu là, qui sont super le fun, là. Mais il y a une affaire que je peux vous dire, c'est que de traduire tout son matériel en anglais, là, puis là j'avais des cartes, j'avais du flavor text, câlisse. J'avais une centaine de cartes avec du flavor text, là, fait que fallait que je traduise le rulebook, mais fallait que je traduise aussi toutes les cartes. C'est épouvantable. Juste ça, ça m'a stallé, je pense, pendant plusieurs mois. Là, tu sais, j'arrivais le soir, il faudrait bien que je traduise mes affaires, puis Chris, vous pouvez être sûr que je trouvais quelque chose de plus le fun à faire. Là. Fait que pour cette raison, j'ai tendance à recommander aux gens de commencer en anglais dès le départ, surtout si vous êtes dans un jeu historique ou dans un wargame. Il y a un marché beaucoup plus grand, évidemment, en anglais. Là, vous allez pogner le public international. Mon jeu a beau être obscur, puis c'est ne pas s'être vendu tant que ça. Il y a du monde en Italie, il y a du monde en Australie, il y a du monde en Grèce, il y a du monde un peu partout.
sur la planète qui l'ont acheté. Ils l'ont acheté parce que c'est en anglais, puis ils parlent anglais, puis ils sont habitués. Tu sais, souvent, on apprend l'anglais quasiment pour jouer à des wargames, nous autres. Fait qu'anyway, je vous recommande de starter en anglais le plus possible, là, aussi triste que ça puisse être. J'essaye de vous sauver peut-être des déceptions, puis un gros travail de traduction que vous devriez faire en cours de route. Il ne faut jamais oublier que la limite là-dedans, je l'ai dit dès le départ, c'est votre persévérance. Fait que si vous dites non, Chris, je vais commencer en français, puis je vais approcher des éditeurs francophones, puis puis au pire, allez, je le traduirai, c'est parfait. Moi, ça m'a sapé énormément d'énergie. Si vous n'êtes pas tuable, puis vous dites, ah non, moi, il n'y a pas de trouble, style, j'y vais, puis au pire, allez, on mettra ça en anglais, puis c'est pas grave, j'aime ça faire ça. Parfait, allez-y. Encore là, la limite, c'est toujours la quantité d'heures que vous êtes prêt à mettre là-dedans. Fait que le rulebook, ça en prend un, puis je le sais que c'est pas la force de tout le monde. Il y a des board gamers qui adorent les board games, mais qui sont pourris, on va se le dire, là, sont pourris quand vient le temps de rédiger des règles. Rédiger des règles, c'est un art parmi tant d'autres. Mon bon ami Marc Rodrigue euh, est un designer de jeux, puis c'est un graphiste dans la vie de tous les jours. Fait que Chris, lui, tout, il a fait le graphisme de son propre jeu. Là. Ses prototypes sont plus beaux. La plupart de ses prototypes sont plus beaux que des jeux qu'on trouve en magasin. Donc lui a cette corde-là à son arc. D'être capable d'écrire des règles structurées, claires, euh, faciles quand vient le temps de fouiller dans les règles pour aller chercher des références, puis tout ça, qui en dit juste assez, mais pas trop. C'est un art, ça aussi, parmi tant d'autres. Fait que, on l'a ou on l'a pas. La différence entre le graphisme et l'écriture des règles, le graphisme, éventuellement, vous allez pouvoir le laisser entre les mains de quelqu'un de compétent si jamais vous êtes publié. Par contre, l'écriture des règles, c'est souvent une responsabilité qui tombe dans la cour du designer. Vous pouvez vous faire aider un peu. Il y a des gens qui vont vous offrir de faire ce qu'on appelle du proofreading, de lire vos règles, puis de vous donner des conseils, puis des affaires de même. Mais tôt ou tard, là, je pense que c'est au designer d'écrire son rulebook. Alors, si vous avez de la misère, vous allez devoir travailler un petit peu plus fort peut-être sur cette faiblesse-là ou vous faire aider de quelqu'un déjà à ce stade-ci. Là. Et le plus tôt possible, vous devez avoir un rulebook. Il y a un grand risque à, à n'avoir le jeu que dans votre tête et à l'expliquer seulement verbalement. J'ai vu bien des designs comme ça là, où le designer a rien, là, puis quand vient le temps de jouer au jeu, là, ben, il part dans le silence dans une série d'explications. Beaucoup plus de risques d'oublier des choses, de changer des choses, même a cappella, live à la table, sans même s'en rendre compte des fois lors de l'explication. On utilise une vieille version de quelque chose où on change une règle sur le spot, là, puis il n'y a rien de consigné nulle part, il n'y a rien d'écrit. Il faut avoir un livre de règles au plus crisp dans votre jeu. Mais reculons un petit peu pour vous dire que vous allez jouer tout seul un crise de bout à votre jeu. Vous allez jouer tout seul pendant très longtemps. OK? Et là, je veux faire un point tout de suite ici. Là. Euh, L'implication volontaire des autres personnes que vous dans votre jeu, tôt ou tard, ça a une limite. OK? Que ce soit votre entourage proche, des gens que vous côtoyez dans des conventions, des groupes de jeux à gauche pas à droite, là, vous avez tout un cercle de board gamers plus ou moins grand. Là. Mais ces gens-là, là, il y a une limite à la contribution qu'ils vont faire à votre jeu. OK? Et ça, c'est super important de comprendre ça. Alors, au tout début du design, quand votre idée commence à prendre forme, quand vous avez là enfin un plateau, là, puis des règles, puis ça commence à se tenir, vous jouez tout seul. Vous jouez tout seul, aussi pathétique que ça peut être, vous jouez sur votre table de cuisine, je m'en fous, ou dans votre salle de gaming, mais vous jouez tout seul. Parce qu'au début, les jeux cassent très rapidement. On va se rendre compte, je me rappelle la première fois que j'ai tout imprimé mes cossins pour enfin faire ma première game de mon jeu de Patriote seul avec moi-même. Là. Ça m'a pris genre 2 heures pour tout imprimer puis tout scotch taper ensemble. Puis je pense que ça m'a pris 5 minutes pour me rendre compte que c'était tout pété. Esti. Il n'y avait rien qui marchait, Chris. C'était pas pire dans ma tête, là, mais live après une coupe de card play puis une coupe de jet de dés, là, ça marchait pas pantoute. Mais si j'avais été là, super excité, là, puis j'arrive d'une convention avec ça, t'as l'air fou en hostie. Puis la première impression que tu laisses aux gens, là, c'est comme calvaire, c'est tout croche. Puis c'est drôle, la prochaine fois que tu auras besoin de testeurs, là, ils vont tous avoir de quoi de prévu. Là.
puis ils voudront plus t'aider. Puis je le sais, là, vous dites, ah, moi j'ai mon body, là, tu sais, puis à la vie, à la mort, esti, c'est mon partenaire de gaming, puis il va me soutenir jusqu'au bout. Ça se peut. Comme je dis, tout le monde a sa limite. Il y en a que leur limite est plus loin, il y en a qui vont vous accompagner effectivement pendant des années jusqu'à la publication, là. Mais il y a beaucoup d'autres gens, là, puis c'est pas parce qu'ils vous aiment pas, puis c'est même pas parce qu'ils aiment pas votre jeu. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que votre jeu est en compétition avec les beaux jeux publiés qui sont encore dans l'emballage puis qui sont sur leur tablette. Alors, les adultes contemporains, dans la vie d'aujourd'hui, avec les familles puis tout ça, on n'a pas beaucoup de temps de gaming. Alors, quand vous demandez aux gens de tester votre jeu, vous leur demandez de privilégier votre jeu plutôt que les 50 jeux qu'ils ont sur leur tablette puis qui n'ont pas joué encore puis qui ont le goût de jouer. C'est un hostie de gros sacrifice que vous leur demandez là. Mais pour vous autres, là, votre jeu, c'est toute votre vie. Je fais souvent le parallèle de l'enfant. Fait que votre jeu, c'est votre enfant. Tu sais, vous connaissez sûrement du monde, là, qui vous montre des photos là, sur le téléphone. Ah, gars, ça c'est mon bébé, gars, ça c'est mon bébé. Tu sais, puis au début, c'est correct, oui, oui, là, mais là, Chris, c'est à tous les jours, la personne vient vous montrer des photos, là, c'est comme, gars, c'est ton bébé, là. C'est ton bébé, il est bien cute, là, mais si j'ai autre chose à faire que de regarder des photos de ton bébé. On est aveuglé par ça des fois comme designer. On dit c'est impossible que les gens aiment pas mon jeu. Hostie, c'est ma création, ils me connaissent. Comment ça qu'ils veulent pas jouer tout le temps? Votre jeu est en compétition avec d'autres affaires. D'autres parallèles que je fais souvent, c'est de dire euh, bon, imaginez quelqu'un justement là, qui a un horaire chargé, qui est très occupé, puis là, enfin, hostie, cette semaine, il y a une soirée, mettons, de libre, puis il va aller au cinéma. Puis il va aller voir le dernier film de Marvel qui est sorti. Là, enfin, je vais aller au cinéma, puis je vais aller voir le film de Marvel que j'attends depuis longtemps. Puis là, vous arrivez, puis vous dites, hey, hey, au lieu d'aller voir le film de Marvel, là, viens voir le film que moi j'ai tourné, esti, avec ma caméra sur l'épaule dans ma cour en arrière de chez nous, là, puis que le zoom puis le focus est pas tout le temps bon, puis on a mal au cœur là, tellement que la caméra se promène. Il va peut-être dire oui, mais vous comprenez, vous le forcez à choisir entre quelque chose de professionnel, qui dans ce cas-là est un jeu publié, par un éditeur renommé puis tout ça. Puis à ce stade, votre cochonnerie de design qui est pas mature pour Saint-Saëns. Fait que vous y forcez de choisir entre le film de Marvel puis votre petit film homemade que vous avez fait chez vous. Fait que encore là, c'est un gros sacrifice. On en demande beaucoup aux gens puis on se rend pas compte de ça. Tout ça pour dire que la moindre des choses, c'est de vous assurer avant même de faire jouer d'autres mondes que vous à votre jeu, que c'est jouable justement, puis que c'est plus cassé puis que ça roule, puis c'est correct, puis qu'on a là un semblant de jeu qui est pas parfait, qui est encore lettre parce que vous n'êtes pas graphiste, puis c'est correct, mais qu'au moins le jeu est pas pété. J'ai vu du monde amener des prototypes dans des conventions, puis là, par charité chrétienne, tu t'assis à leur table, surtout moi, parce que je me dis, tu sais, je vais redonner au suivant, parce que combien de monde se sont forcés pour jouer à mon jeu dans des stades de maturité variables. Sauf que là, tu te rends compte au bout de 5-10 minutes que ça va nulle part. Puis là, tu te dis, là, j'ai moins de pitié pour ça parce que justement, je me dis, Chris, tu sais, je ne le dis pas souvent en face de la personne, mais là, je vais le dire de manière générale, mais joue chez vous, hostie, avant. Joue chez vous avant d'amener ça dans une convention. Si en 5-10 minutes, on se rend compte que c'est pété, puis des fois, tu vois que même le designer, il dit, ah ouais, là, ça marchera pas, cette affaire-là. Crème, c'est pas comme si on était dans un cas limite, là, où est-ce qu'il est arrivé tout un alignement de planètes puis une séquence d'affaires. Là, on est 5-10 minutes après les explications, puis c'est déjà tout cassé. Je regrette, mais ça, vous pouvez vous rendre compte de ça chez vous très facilement. Fait que faut voir votre entourage comme étant autant de citrons que vous allez presser et posez-vous la question là, quand est-ce que vous avez le plus besoin du jus du citron là? Puis ce n'est pas au début, parce qu'au début, vous êtes capable de tester ça dans le confort de votre salon sans problème. Fait que attendez donc le premier trigger quand seul avec vous-même, vous allez faire une game d'un bout à l'autre, plusieurs games d'un bout à l'autre, et que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus rien de cassé. Vous n'êtes plus capable de rien trouver. Vous trouvez ça le fun, vous trouvez que ça fait du sens, vous trouvez que ça coule bien, puis tout ça. Là, vous êtes prête à amener ça dans votre entourage proche. J'irai pas dans les conventions tout de suite. Mais une fois que seul avec vous-même, il n'y a plus rien il y a plus rien de cassé, là, adressez-vous là, à votre cercle intime de gaming, votre cercle proche de gaming, vos amis, des gens justement là, qui sont prêts à, faire, comme on dit, l'extra mile pour vous aider, là, puis pour vous. Fait que là, sortez-les,
à vos amis. Parce que même eux autres, s'ils vous aiment, ils ont une limite quand même. Amenez pas ça dans les conventions tout de suite. C'est super important que le jeu soit toujours malléable à ce stade-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si suite à une séance de testing comme ça, il y a quelqu'un qui vous donne une idée brillante ou il y a quelqu'un qui vous fait une suggestion que vous dites waouh, c'est super, jamais, jamais, jamais dans votre tête, il faut que vous disiez ah, c'est cool cette idée-là, mais là, Chris, va tout falloir que je refasse mon plateau dans Paint ou dans PowerPoint ou dans Photoshop. Là. C'est faut jamais, jamais que l'esthétisme à ce stade-là soit un frein aux bonnes idées. C'est ça le point. Fait que si vous êtes style Marc Rodrigue, puis que les doigts dans le nez, Steve, vous pouvez prendre un plateau de jeu, le revirer de bord, vous travaillez avec les layers, puis tout ça, puis vous êtes capable de faire des changements super rapidement, cool, votre jeu a le droit d'être beau à ce stade-là. Si vous êtes cabochon comme moi dans ces softwares-là, puis que votre jeu il est lettre, assurez-vous justement là, que les bonnes idées ne sont jamais, je veux dire que l'esthétisme ou la façon que vous vous y êtes pris pour faire vos components ne sont pas un frein aux bonnes idées. Là. À ce stade-là, là, vous devez être capable là, de vous revirer sur un dixaine, comme on dit en bon québécois, là, puis vous devriez être capable de prendre votre jeu et de le revirer de bord complètement. Moi, comme je disais, à un moment donné, là, j'ai ditché toutes les hosties de comtés qui étaient dans l'est du Bas-Canada, là, puis j'ai ramené mon jeu, là, je pense que j'ai diminué le nombre de comtés de moitié. Il ne faut pas que cette idée-là, tu sais, de gens qui disent ah, il y a beaucoup trop de comtés, puis tout ça, si c'est un feedback universel et général, ben, faut pas que moi je me dise, ouais, l'idée est bonne, mais là, ma map est déjà faite, là, puis ça m'a pris vraiment du temps à la faire, fait que, tu sais, fuck it, ça va rester de même. Mais Chris, ça, c'est grave, là, tu sais, vous êtes à un stade là, où est-ce que normalement, là, euh, privilégier le lait euh, plutôt que le rigide, ok? Fait que ça a le droit d'être laid tant que c'est malléable, tant mieux si c'est beau et malléable, mais malléable est la clé ici, là. Puis, fait important à noter, là, je considère pas que de prendre le jeu que vous avez joué en solo chez vous, puis qui est rendu correct, puis de l'amener dans votre entourage proche, je ne considère pas ça encore comme du playtesting. Le playtesting, on va en parler dans un prochain vidéo, là, c'est quand le jeu est un peu plus mature, là. Donc, quand vous sortez votre jeu pour la première fois, là, puis même à la limite que vous annoncez à vos chums, vous savez pas quoi, ça fait 6 mois que je travaille là-dessus, là, vous êtes encore au stade de récolter le feedback, récolter les idées. On n'est pas du tout dans le playtesting qui, pour moi, a une notion aussi de tester l'équilibre, s'assurer que le jeu est bien balancé, puis tout le kit, là, on n'est pas encore là, là. On est vraiment juste au stade. Vos amis vont le casser probablement votre jeu en essayant des stratégies que vous n'avez pas pensées dans le confort de votre salon. C'est à ça que sert cette étape-là. Là. Donc, quel est le prochain livrable, la prochaine chose que vous allez faire, là? Alors, quand votre entourage proche trouve ça le fun, quand votre entourage proche n'a pas réussi à briser le jeu, a joué plusieurs games, puis ça coule bien, puis bon, il y a des jeux pour tous les goûts, là, ça veut pas dire que tout le monde est en amour, même les jeux publiés, c'est pas tout le monde qui est en amour avec, il y a tout le temps quelqu'un pour picosser puis trouver des petites affaires. Mais quand votre entourage proche a joué, plusieurs personnes, je sais, une dizaine, une quinzaine, je sais pas, là, ça dépend de votre niveau d'aptitude sociale, et quand votre entourage proche a joué, idéalement plusieurs games, le jeu n'est pas cassé définitivement, le jeu est le fun, alouette. Là, vous êtes prêt, selon moi, à le présenter à des éditeurs, qui va être l'objet du prochain vidéo. Puis là encore là, je ramène encore quelque chose. N'oubliez jamais, la limite, c'est votre persévérance. Il y a des gens très perfectionnistes qui vont rester 3 ans, 4 ans, 5 ans dans ce stade-là. Ils font des itérations, ils ramènent ça à leur entourage, ils tombent en dormance pendant 6 mois de temps. Encore là, c'est votre tolérance euh, à investir du temps sans savoir nécessairement si ça va mener quelque part à ce stade-ci. Fait que moi, j'avoue, j'étais plus ou moins patient par rapport à ça. J'aime le design de jeu, mais j'aime designer un jeu en sachant qu'il y a quelque chose au bout. OK? Qu'il y a assurément un éditeur qui va me publier au bout. Alors moi, j'ai tendance à faire ça plus tôt que tard dans le process, mais je connais des gens, par exemple, qui vont dire non, je ne suis pas encore prêt à présenter un éditeur, je veux encore le raffiner, je veux encore le raffiner, je veux encore le raffiner. Toujours vous dire, je ne vais pas vous décourager, que peut-être que vous faites tout ça pour rien. C'est pas parce que vous le raffinez, puis vous le raffinez encore, euh, que ça va être accepté par un éditeur. Alors, il faut toujours être prêt que chaque heure qu'on met,
officiellement, c'est peut-être pour rien. Puis quand je dis pour rien, on s'entend là, pour rien dans le sens où votre jeu ne sera pas nécessairement publié. Il y a des gens qui vont dire, ah, mon jeu n'a pas été publié, mais Chris, j'aime encore ça y jouer, puis je le sors encore des fois avec mes chums. C'est correct. Fait que vous avez du fun, c'est ça qui est le principal. Mais là, c'est une playlist sur le design de jeu. Fait que là, je suis en train de vous dire que pour moi, une fois que vous avez joué à fond à votre jeu, que votre entourage proche a joué à fond à votre jeu, qui est plus cassé, qui est le fun, vous êtes prête à approcher des maisons d'édition. Si vous voulez gosser un petit peu plus dessus, il n'y a pas de problème. Soyez conscient, par exemple, encore là, que peut-être qu'il n'y aura rien au bout. Bon, en terminant, voici là, quelques. Alors voici, j'ai pas retrouvé la vieille itération de mon board qui se rendait jusqu'en Gaspésie, là, mais ici vous avez pas mal toutes les, je pense, que c'est toutes les comtés officiels qui se sont retrouvés dans le jeu, là. Mais bon, on voit quand même une petite différence au niveau d'esthétisme. By the way, j'aime beaucoup travailler dans PowerPoint. Moi, c'est vraiment mon outil de prédilection quand je suis dans le design. Je trouve que dans PowerPoint, il y a moyen de faire tu sais, là, des affaires quand même potables, aligner au moins des cossins, là. Euh, Mettre des choses, tu sais, en premier plan, en arrière-plan. Bon, je sais que c'est pas Photoshop puis tout, là, mais bon, je trouve quand même moi, que PowerPoint est intéressant pour ça. Et voici une première, mais tu sais, quand même une itération sérieuse de mon rulebook. J'avais même mis la petite image ici. Fait que no shit, là, quand je disais que c'était en français, là. Fait que voici probablement une des itérations finales de mon rulebook en français. Là, il y a quand même 21 pages, là, c'est pas fait sur une napkin, là. Puis j'ai quand même divisé ça en sections, puis tout, avec des screenshots à des places, puis en way donc, là. Fait que là, ceux qui connaissent mon jeu, là, tu sais, le turn track, à quoi qu'il ressemblait quand il était fait un petit peu boboche, là. Puis les échelles aussi, là, l'équivalent des scoring tracks, là, le Rebellious Spirit, là, qui s'appelait l'agitation des patriotes à l'époque. Mais j'avais un rulebook, j'étais capable de prendre ça, d'envoyer ça à des gens d'avance, puis à dire lisez ça, puis on se fait une game, tu sais, tel jour, telle date, là. Mais j'étais quitte là, d'avoir à leur expliquer verbalement, puis je pouvais déjà avoir un premier feedback sur mon rulebook, là. Fait que voilà, on va s'arrêter ici pour tout de suite. Fait que next step, on va voir comment est-ce qu'on approche les éditeurs. Quels sont mes conseils par rapport à ça? C'est évidemment un bout extrêmement important. Alors manquez pas ça. À plus.